toutes et à tous, je m'appelle Laure Lou et je suis professeure de français. Alors le cours suivant s'adressera à des élèves de 3e. École à distance, continuité pédagogique, la période un peu particulière que nous vivons pourrait être propice à s'interroger à ce qu'on attend de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on attend de l'école et comment est-ce qu'elle peut nous aider à nous intégrer à la société? Les textes littéraires peuvent nous aider à réfléchir à cette question qui a été pensée et critiquée par les écrivains depuis très longtemps. Nous allons donc donner la parole à quelqu'un qui adorait étudier et apprendre, mais qui a aussi beaucoup critiqué certaines formes d'éducation de son époque. C'est Rabelais, un écrivain du XVIe siècle, qui a profité de l'incroyable bouillonnement culturel de la Renaissance. Si on en croit ses contemporains, au cours de ses études dans l'abbaye de Maillezais, puis à l'université de Paris et celle de Montpellier, il a acquis des connaissances en théologie, en philosophie, en mathématiques, en géométrie, en peinture, en poésie et en médecine, et bien sûr en latin et en grec. Mais cela ne se fit pas sans heurts avec l'autorité de la puissante Sorbonne, qui voyait d'un mauvais œil la diffusion des idées nouvelles très rapide. Elle trouvait dangereux notamment que les étudiants s'intéressent au grec, ce qui leur permettait de lire des textes antiques et de les interpréter peut-être de manière personnelle, ce qui aurait pu aussi les amener à critiquer la position officielle de l'interprétation des textes défendus par l'Église. Donc le roman que nous allons étudier évoque tout ce contexte et permet à Rabelais de critiquer entre autres ceux qui ont une vision différente de la sienne de l'éducation. Il s'agit de l'œuvre la plus célèbre de Rabelais, Gargantua. Donc cette œuvre, François Rabelais va la publier sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier. Alors Alcofribas Nazier, d'où vient ce nom? Eh bien c'est une anagramme. Rabelais a mélangé les lettres de son prénom et de son nom pour obtenir ce pseudonyme un peu fantaisiste, ce qui révèle déjà son rapport au langage et son goût pour les mots. Alors Gargantua raconte les années d'apprentissage du géant du même nom et ses exploits guerriers. Gargantua est le fils de Grand Gousier et les noms des deux personnages révèlent leur rapport tout à fait particulier à la boisson, à la nourriture. Ce sont des géants qui adorent boire, manger, comme le révèle leur nom. Gargantua signifie le goinfre et Grand Gousier, on reconnaît grand et gosier, c'est-à-dire la grande gorge. Dans le chapitre 14 que nous allons analyser, alors que Gargantua est encore tout jeune, son père lui cherche un professeur. Et nous allons justement nous demander comment Rabelais critique l'éducation sophiste. Alors qu'est-ce qu'un sophiste? Cela renvoie aux professeurs d'éloquence de l'Antiquité qui accordaient une grande importance à la forme de leur discours, aux figures de style, recherchaient une manière de parler particulièrement ornée, et ce parfois au détriment du fond. C'est le reproche qu'ils ont souvent eu à essuyer. Pensez par exemple à l'adjectif sophistiqué, qui vient du mot sophiste et qui désigne quelque chose d'extrêmement raffiné. Voilà. De fait, on lui recommanda un grand docteur sophiste, nommé maître Tubal Holoferne, qui lui apprit si bien son abécédaire qu'il le récitait par cœur à l'envers, ce qui lui prit 5 ans et 3 mois. Puis il lui lut la grammaire de Donat, le Faquet, le Théodolette et Alain dans ses paraboles, ce qui lui prit 13 ans, 6 mois et 2 semaines. Mais remarquez que dans le même temps, il lui apprenait à écrire en gothique. Et il copiait tous ses livres, car l'art de l'imprimerie n'était pas encore en usage. Il portait habituellement une grosse écritoire, pesant plus de 7000 quintaux, dont l'étui était aussi grand et gros que les gros piliers de Saint-Martin-d'Énay. L'encrier, qui jaugeait un tonneau du commerce, y était pendu par de grosses chaînes de fer. Puis, il lui lut les modes de signifier, avec les commentaires de Heurtebise, de Faquin, de Troditeux, de Galleau, de Jean Levaux, de Billon, de Brelingan et d'un tas d'autres. Il y passa plus de 18 ans et 11 mois. Il connaissait si bien l'ouvrage que, mis au pied du mur, il le restituait par cœur à l'envers et pouvait sur le bout du doigt prouver à sa mère que les modes de signifier n'étaient pas matière de savoir. Puis, il lui lut l'Almanach, sur lequel il demeura bien 16 ans et 2 mois. C'est alors que mourut le précepteur en question, c'était en l'an 1420, d'une vérole qu'il avait contractée. Après, il eut un autre vieux tousseux, nommé maître Jobelin Bridé, qui lui lut Hugusio, le grécisme d'Éverard, le doctrinal, les parties, le quid, le supplément, Marmotret,
Comment se tenir à table? Les 4 vertus cardinales de Sénèque, Passa Ventus avec commentaire, le dor en paix pour les fêtes et quelques autres de même farine. À la lecture des susdits ouvrages, il devint tellement sage que jamais plus nous n'en avons enfourné de pareils. Alors, commençons par préciser que je vous ai lu le texte dans sa version modernisée. Pourquoi? Parce que Rabelais utilise une langue qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Bien sûr, il écrit en français, mais dans ce qu'on appelle le moyen français, qui est un état de la langue entre l'ancien français du Moyen Âge et le français classique. Et comme vous pouvez l'observer ici, dans le texte original, on va retrouver un certain nombre de différences avec la version translatée. On parle de version translatée et non de traduction. Il s'agit bien de français, hein, évidemment, mais ici, on a modernisé la langue utilisée par Rabelais. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer, par exemple? Eh bien, que dans le texte original, on va avoir, dans certains mots, des lettres supplémentaires par rapport à la version modernisée. Regardez ici le mot fait, hein, qui comprend un C en plus, ou le mot semaine avec un P intermédiaire entre le E et le M, ou encore le verbe écrire, hein, qui comprend un S et un P en plus de nos lettres habituelles. D'autre part, le sujet n'est pas non plus toujours exprimé dans le moyen français. On peut observer ici, par exemple, et portait ordinairement un gros écritoire, à la différence de la version modernisée où on a rétabli évidemment le sujet pour faciliter la compréhension. Alors, comment Rabelais fait-il la satire de l'éducation sophiste, qui va être inspirée des principes des théologiens de la Sorbonne? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Tout d'abord, il va critiquer les maîtres de Gargantua. Il choisit des noms ridicules pour incarner ces personnages. On note effectivement que les 2 précepteurs de Gargantua se nomment maître Tubal Holoferne et maître Joblin Bridé. Alors, Tubal Holoferne, d'abord le mot Tubal signifie en hébreu confusion, ce qui est quand même un petit peu inquiétant pour un professeur, et Holoferne renvoie à un personnage de la Bible, un personnage qui meurt décapité à cause de son ivrognerie et de son goût pour les femmes. Donc ça ne donne pas non plus une très bonne image de la moralité de ce précepteur. On apprendra d'ailleurs un petit peu plus loin dans le texte qu'il va mourir de la vérole, c'est-à-dire une maladie sexuellement transmissible de l'époque. Deuxième précepteur, il s'appelle maître Jobelin Bridé. Alors le mot Jobelin, dans la langue du 15e, 16e siècle, signifie tout simplement quelqu'un de stupide. Et puis, son patronyme renvoie aussi à une pratique particulière, celle de faire passer une plume dans les narines d'un jeune oison pour l'empêcher de franchir les haies. Et donc, ça symbolise évidemment aussi la stupidité, la bêtise. Donc, d'emblée, voilà, Rabelais discrédite, disqualifie totalement ses précepteurs en montrant à quel point, dans leur nom même, ce sont des personnes de peu de savoir et des personnes niaises, ignorantes. Dans un deuxième temps, on note que Rabelais va aussi montrer que les méthodes d'éducation de ses précepteurs sont complètement dépassées. Il fait référence, par exemple, au fait qu'ils apprennent à Gargantua à écrire en gothique. Or, l'écriture gothique, au moment où Gargantua paraît, le roman paraît, ça n'est plus tellement utilisé. On commence à remplacer ce type d'écriture par l'écriture italienne, qui est beaucoup plus lisible. On sait également que le chapitre nomme une date, cite une date, qui est la date de 1420, où maître Tubal Holoferne est censé mourir de la vérole. Donc ça renvoie aussi au passé par rapport à la date où paraît Gargantua. 1420, 1534, Rabelais nous montre que tout ça, c'est dans le passé, c'est complètement dépassé, ça n'a plus sens aujourd'hui. Autre élément aussi qui nous renvoie au passé, on nous dit que voilà, l'art de l'imprimerie n'était pas encore en usage. Et effectivement, l'imprimerie, on la date souvent de 1454, et il faut attendre d'ailleurs 1469 pour qu'une imprimerie soit installée dans la Sorbonne à Paris et devienne la première imprimerie de France. Donc, tout ça renvoie à une époque du passé où on était obligé de copier ces livres. Alors vous imaginez devoir recopier vos propres manuels si on vous les distribuait, au lieu qu'on vous les distribue par exemple en début d'année, ce serait quand même très très fastidieux. Autre élément qui renvoie au passé, eh bien, cette image des vieux tousseux
que Rabelais va utiliser pour décrire les deux précepteurs et montrer donc que voilà, il renvoie au passé, à ce qui est démodé, dépassé, vieillot. Donc, on aperçoit ici justement un tableau qui représente l'enseigne d'un maître d'école et on voit bien justement l'activité d'écriture telle qu'elle se pratiquait, les instruments d'écriture, etc. Et bien justement, on peut s'intéresser à ce que nous dit le texte sur les outils utilisés par Gargantua pour écrire. Et là encore, on va voir que la description est éloquente. On nous dit que Gargantua utilise une écritoire, c'est-à-dire un coffret en renfermant tout le matériel pour écrire, qui pesait plus de 7000 quintaux. Alors, 7000 quintaux, c'est quand même à peu près 700 tonnes, enfin c'est 700 tonnes justement, donc la taille est quand même démesurée. On nous dit aussi que l'étui de cette écritoire était aussi grand et gros que les gros piliers de Saint-Martin-d'Énay. Vous avez ici justement une photographie de cette basilique Saint-Martin-d'Énay à Lyon. Donc imaginez voilà, un étui, un plumier qui soit de la taille de ces énormes piliers. Ça nous donne quand même une idée aussi de la taille de ces instruments d'écriture. Alors, on se replace bien évidemment dans notre roman. Gargantua est un géant, il a besoin d'instruments d'écriture à sa taille. Mais ça peut aussi nous donner une indication sur le fait que cette éducation sophiste privilégie la quantité à la qualité. On va lui demander de beaucoup écrire, donc d'utiliser voilà, peut-être beaucoup d'encre, d'utiliser de très grands instruments d'écriture. Ensuite, on retrouve justement cet élément d'exagération dans ce qui concerne la durée des apprentissages que suit Gargantua. Regardez bien, on lui apprend son abécédaire pendant 5 ans et 3 mois. On lui lit de la grammaire pendant 13 ans, 6 mois et 2 semaines. Alors imaginez passer 13 ans à lire un manuel de grammaire. On a aussi donc un ouvrage qui était répandu dans l'éducation scolastique, les modes de signifier, qui évoque un petit peu toutes les figures de style. Et on lit ce livre pendant plus de 18 ans et 11 mois. Et enfin, l'almanach pendant 16 ans et 2 mois. Donc si on fait le calcul, hein, on peut s'apercevoir que 5 plus 13 plus 18 plus 16, on est déjà à 52 ans. Gargantua, qui est censé être un tout jeune homme, passe 52 ans à étudier ces sources. Hein. Il s'agit bien évidemment d'une exagération pour mettre en valeur vraiment la quantité, le temps, la durée infinie que va passer Gargantua à étudier. Autre élément de critique, les sources qui sont utilisées par les précepteurs. Alors là aussi, on peut quand même discuter ces sources. D'abord, on l'a vu, on demande à Gargantua d'apprendre son abécédaire, c'est-à-dire son alphabet. Bon, ça paraît quand même relativement basique, en plus pour y passer 5 ans. La grammaire, très bien, les modes de signifier, mais l'almanach. Alors l'almanach, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est un calendrier qui va donner des prévisions météorologiques et astrologiques, pardon. Donc, on peut vraiment se demander ce que ça vient faire là, et on a l'impression que tout est mis sur le même plan, que les différentes sources sont de même valeur, c'est-à-dire d'aucune valeur en réalité. On note donc, pour terminer, que Rabelais se livre à une satire très forte, c'est-à-dire qu'il critique l'éducation des sophistes. Et il utilise pour cela des outils qui sont, comme on l'a vu, l'hyperbole, le comique, le ridicule, donc associés à ses précepteurs et à cet enseignement. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez éventuellement essayer de réutiliser ces outils de la satire et puis de vous demander ce qui, dans notre société, justifierait, en tout cas, pourrait susciter une satire. Hein. Quels seraient les sujets qu'on pourrait critiquer en s'en moquant dans notre société ? Donc, en attendant, poursuivons notre lecture au chapitre 15 pour voir comment l'éducation sophiste va s'opposer au modèle de l'éducation humaniste que propose Rabelais. Par contraste. Alors, son père put voir que, sans aucun doute, il étudiait très bien et y consacrait tout son temps. Malgré tout, il ne progressait en rien.
Et pire encore, il en devenait fou, niais, tout rêveur et radoteur. Comme il s'en plaignait à don Philippe des Marais, vice-roi de Papeligos, il comprit qu'il vaudrait mieux qu'il n'apprit rien que d'apprendre de tels livres avec de tels précepteurs, car leur savoir n'était que bêtise et leur sagesse billevesée, abâtardissant les nobles et bons esprits et flétrissant toute fleur de jeunesse. Faites plutôt comme ceci, dit le vice-roi. Prenez un de ces jeunes gens d'aujourd'hui, n'eût-il étudié que pendant 2 ans. Si par hasard il n'avait pas un meilleur jugement, un meilleur vocabulaire, un meilleur style que votre fils, s'il n'avait pas une façon de se présenter meilleure et plus de tenue, je veux bien que vous me considériez comme un trancheur de l'art de la Brenne. L'expérience agréa fort à Grand Gousier, qui commanda qu'ainsi fût fait. Le soir, au souper, Ledit Desmarais fit venir un de ses jeunes pages, originaire de Villegongis, nommé Eudémon, si bien coiffé, tiré à 4 épingles, pomponné, si digne en son attitude qu'il ressemblait bien plus à un petit angelot qu'à un homme. Puis il dit à Grand Gousier, « Voyez-vous ce jeune enfant? Il n'a pas encore 12 ans. Voyons, si bon vous semble, la différence qu'il y a entre la science de vos ahuries de néontologues du temps jadis et celle des jeunes gens d'aujourd'hui. » Alors, dans le texte que je viens de vous lire, on observe d'emblée que l'éducation de Gargantua, qu'on avait étudiée en première partie, n'a pas du tout eu l'effet escompté. En effet, ça c'est la fin du chapitre, on nous disait que Gargantua était devenu tellement sage. Or, finalement, ce qu'en pense Grand Gousier va totalement à l'encontre de cette phrase. On comprend qu'il s'agissait d'ironie, puisque Grand Gousier pense que son fils est devenu fou, niais, tout rêveur et radoteur. Donc ces quatre adjectifs vont vraiment mettre l'accent sur la confusion mentale dans laquelle se trouve Gargantua, à force d'avoir répété des choses qu'il a apprises par cœur, qu'on l'a forcé même à apprendre à l'envers pour qu'il puisse les réciter dans n'importe quelle circonstance. Et Grand Gousier va encore un petit peu plus loin en utilisant un vocabulaire très péjoratif, très négatif, dévalorisant. On peut citer par exemple les termes bêtise, billevesée qui signifient vraiment des idées creuses du vent. Grand Gousier accuse de corrompre la jeunesse, donc de gâcher le potentiel de ces jeunes gens, d'abattardir les nobles et bons esprits et de flétrir toute fleur de jeunesse. Son ami le vice-roi, lui, va utiliser un néologisme, c'est-à-dire qu'il va inventer un nouveau terme pour parler de ces sophistes. Alors, comment est construit ce mot? Eh bien, d'abord sur le nom commun néant, qui signifie le vide, le rien. Et il va adjoindre à ce mot néant le suffixe log qui vient de logos en grec et qui renvoie aux spécialistes. Pensez par exemple à musicologue, dermatologue, le spécialiste de la musique, le spécialiste de la peau, etc. Donc là, néantologue, ce sont les spécialistes du rien. Autrement dit, des gens qui se présentent comme de grands professeurs, de grands savants, mais en fait qui n'enseignent rien. Au contraire, lorsque le vice-roi va proposer une expérience à Grand Gousier et lui proposer de faire venir un de ses jeunes pages qui a reçu une éducation humaniste, eh bien, on va voir que ce page, lui, va être particulièrement valorisé. On en fait l'éloge. Ce page, d'abord, il se nomme Eudémon. Alors, si on compare ce nom avec les noms des précepteurs sophistes qu'on a étudiés en tout début de séance, on voit effectivement que même dans les noms, ils sont opposés. On avait vu les noms qui connotent la stupidité, et ici, Eudémon vient du grec, ça signifie littéralement le bon génie, ou en tout cas le bien doué, voilà, quelqu'un qui a un génie personnel. Donc, d'emblée, on le propose comme un modèle de savoir, de connaissance. Autre chose qui le met en valeur, son apparence physique. On voit que c'est quelqu'un qui est très apprêté, qui a l'air agréable à regarder, qui est aussi tout jeune, à la différence de Gargantua, qui a déjà passé 52 ans à étudier. Lui, il n'a pas encore 12 ans, et un petit peu avant dans le texte, on nous a indiqué qu'il avait étudié seulement pendant 2 ans.
Je vous lis maintenant la suite, justement, la confrontation entre Eudémon et Gargantua, donc le modèle plutôt sophiste et le modèle humaniste. La proposition agréa à Grand Gousier, qui demanda que le page fît son exposé. Alors, Eudémon, demandant la permission du vice-roi son maître, se leva, le bonnet au poing, le visage ouvert, la bouche vermeille, le regard ferme et les yeux posés sur Gargantua avec une modestie juvénile. Il commença à le louer et à exalter en premier lieu sa vertu et ses bonnes mœurs, en second lieu son savoir, en troisième lieu sa noblesse, en quatrième lieu sa beauté physique, et en cinquième lieu, il l'exhortait avec douceur à vénérer en lui obéissant en tout son père, qui prenait un tel soin de lui faire donner une bonne instruction. Il le priait enfin de vouloir bien le garder comme le dernier de ses serviteurs, car pour l'heure, il ne demandait nul autre don des cieux que de recevoir la grâce de lui complaire par quelque service qui lui fût agréable. Toute cette déclaration fut prononcée par lui avec des gestes si appropriés, une élocution si distincte, une voix si pleine d'éloquence, un langage si fleuri et un si bon latin, qu'il ressemblait plus à un Gracchus, à un Cicéron ou à un Paul-Émile du temps passé qu'à un jeune homme de ce siècle. Tout autre fut la contenance de Gargantua, qui se mit à pleurer comme une vache et se cachait le visage avec son bonnet. Et il ne fut pas possible de tirer de lui une parole, pas plus qu'un paix d'un âne mort. Donc, la confrontation entre Eudémon et Gargantua fait apparaître très nettement les différences entre les résultats de l'éducation sophiste et de l'éducation humaniste pour la vie en société. Voilà. Quelle éducation a été la meilleure ? Quel modèle va permettre à l'élève finalement de s'intégrer le mieux à la société, de communiquer avec les autres? Eh bien, ça apparaît de manière assez nette, vous l'avez peut-être déjà deviné. Observons d'abord la contenance entre les deux élèves. Eudémon a une physionomie ouverte, il paraît ouvert aux autres, il a le bonnet au poing, le visage ouvert, la bouche vermeille, le regard ferme. Ce qui est en total contraste avec Gargantua qui, lorsque Démon a fait son discours, se cache le visage avec un bonnet. Donc on peut imaginer qu'il éprouve un sentiment de honte vis-à-vis de cet autre élève qui a fait la preuve de tous ses talents. Deuxièmement, justement, Eudémon, lui, a beaucoup de talent pour parler. C'est un très bon rhéteur, un très bon orateur, quelqu'un qui manie tout à fait les ressources du discours, de la langue. Hein. Il s'exprime dans un langage fleuri, orné dans la version translatée, donc quelque chose qui est particulièrement élaboré, riche et agréable à écouter. D'autre part, son discours est très structuré. Il va employer des connecteurs logiques, par exemple, pour organiser ce discours en premier lieu, en second lieu, en troisième lieu, etc. Que fait Gargantua de son côté? Eh bien, lui, il est incapable de parler. Il est incapable de prendre la parole. Hein. Justement, il ne peut que pleurer, justement. Il ne peut pas prendre la parole, il ne peut pas s'exprimer. Observons enfin les comparaisons qui sont utilisées dans les deux cas. Alors, comparaison très méliorative, élogieuse. On met en valeur justement Eudémon puisqu'on le compare à un angelot, donc il est encore plus qu'humain, il est presque divin. Et puis, on va aussi le comparer à de grands orateurs romains, donc qui sont un petit peu les modèles de Rabelais en ce qui concerne l'éloquence. Gracchus, Cicéron, Paul-Émile. Donc, qui, au contraire des sophistes, n'ont pas du tout un discours creux, mais qui savent quand même manier justement la langue et qui utilisent les figures de style à très bon escient. Observons à quoi est comparé Gargantua. Ben d'abord, on nous dit qu'il n'a pas plus de paroles que le P d'un... On ne peut pas tirer de lui plus une parole qu'un P d'un âne mort. Donc là, pour le coup, ça n'est absolument pas valorisant, évidemment. Et en plus, on le compare aussi à une vache. Donc, il est plutôt du côté des animaux, alors que Eudémon est du côté du divin. Ça nous montre à quel point, justement, Rabelais accentue cette différence très nette entre les résultats produits par l'éducation sophiste et les résultats produits par l'éducation humaniste. Lisons ensemble la fin du texte. Et la réaction de Grand Gousier lorsqu'il a vu les résultats de cette expérience. Son père en fut si irrité
qu'il voulut oxyre maître Joblin. Mais le dit Desmarets l'en empêcha, en lui faisant une belle exhortation, de telle sorte que sa colère en fut atténuée. Il commanda qu'on lui payât ses gages, qu'on le fit chopiner très sophistiquement, et que cela fait, il alla à tous les diables. Alors, à la lecture de la fin du passage, on comprend que Grangousier éprouve de la honte, de la colère de voir les résultats qu'ont produits sur son fils l'éducation sophiste, alors que Eudémon, qui n'a étudié que 2 ans, se débrouille déjà si bien. Résultat donc de cette colère, on nous dit même qu'il veut oxyre, c'est-à-dire tuer maître Joblin. Il éprouve vraiment une très grande colère que son ami le vice-roi va parvenir toutefois à apaiser. Que fait donc Grangousier? Eh bien, il préfère demander à maître Joblin d'aller à tous les diables. Et avant cela, on nous dit que on le fit chopiner très sophistiquement. Alors là, l'expression mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Il s'agit encore une fois de l'inventivité verbale de Rabelais, qui va rapprocher un verbe très familier, le verbe chopiner, donc il s'agit d'aller boire. Ça renvoie aussi à cette ivrognerie des précepteurs, hein, des précepteurs sophistes. On va effectivement accoler à ce verbe un adverbe inventé, un nouveau néologisme de Rabelais, construit sur le mot sophiste, sophistiquement. Comme on l'a vu avant, le mot sophiste renvoie au raffinement, à la recherche, à quelque chose de très élaboré. Et ici, l'effet produit est tout à fait comique, puisque on montre bien que le précepteur ne correspond absolument pas à l'image qu'il veut donner, donc de quelqu'un de sérieux qui a un savoir énorme, très élaboré, alors que voilà, il va finalement être un ivrogne de bas étage. Donc, que retenir de toute cette séance, que retenir de cette analyse du texte de Rabelais? Eh bien, tout simplement d'abord que Rabelais fait une satire très vive et très mordante, féroce, mais aussi comique de l'éducation sophiste. Par contraste, il va valoriser l'éducation humaniste, qui est pour lui le modèle à suivre. Et il nous fait réfléchir aussi au rôle que chacun joue dans la société, c'est-à-dire le fait que l'éducation nous sert avant tout à pouvoir nous comporter avec les autres de manière agréable et de savoir communiquer avec les autres, justement. Rabelais va être en cela proche aussi d'un autre humaniste qui réclamait chez les précepteurs une tête bien faite plutôt que bien pleine s'il fallait choisir. Donc il met l'accent effectivement sur les connaissances, mais aussi sur le plaisir qu'on peut éprouver à acquérir ces connaissances. Retenons aussi donc quelques éléments culturels, le contexte culturel de la Renaissance et le mouvement qui lui est associé, le mouvement littéraire et culturel qui lui est associé, l'humanisme. Et puis les outils d'analyse de la satire, hyperbole, lexique péjoratif et mélioratif. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, je vous propose 2 lectures pour approfondir ce thème de l'éducation et de la satire de l'éducation. Dans le genre théâtral, Le bourgeois gentilhomme de Molière, qui met en scène Monsieur Jourdain, un bourgeois qui veut se faire passer pour un noble et qui va prendre un certain nombre de leçons pour se faire bien valoir auprès des nobles et qui va aussi avoir droit à des leçons qu'on peut qualifier de ridicules. En particulier, peut-être que la scène avec le maître d'orthographe vous rappellera ce qu'on a vu sur les leçons que prend Gargantua. Et puis, L'Enfant, un roman de Jules Vallès qui donc date du 19e siècle, beaucoup plus tardif, qui fait aussi une critique du système éducatif pour son absurdité et sa violence. Pour ne pas rester sur cette note sombre, je souhaite cependant que cette séance vous ait amené à réfléchir sur ce que devrait être l'éducation aujourd'hui, à une période où l'accès à la culture et au savoir s'est démocratisé, où nous avons la chance aussi d'avoir accès à des ressources, que ce soit sur Internet, mais aussi avec des chaînes comme France 4 et Arte, qui proposent de très nombreux contenus éducatifs et culturels. Donc merci à vous et à bientôt. Prenez soin de vous.